Si vous vous intéressez à la gastronomie, vous avez forcément eu entre les mains l'un des titres de presse dirigés par Anne Luzin, parmi lesquels le célèbre magazine Le Chef. Après avoir exercé des fonctions de juriste, Anne a rejoint il y a quelques années le groupe de presse fondé par son père dans les années 80. Rapidement, l'influence d'Anne se fait sentir. On lui doit notamment la création d'un des prix les plus influents de la profession, le classement des 100 meilleurs chefs. Mais aussi plus récemment, l'acquisition de Turiès Magazine, qui a fait son entrée dans la galaxie RHF en décembre et qui marque l'ouverture du groupe à la presse grand public. Avec Anne, nous allons découvrir les coulisses du magazine préféré des chefs, mais aussi en savoir plus sur la manière de trouver sa place dans une entreprise familiale. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Clibota et voici le portrait d'Anne Luzin dans Girls in Food. Bonjour Anne Luzin. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots ? Alors, je suis Anne Luzin, je vais donc avoir 37 ans. J'ai rejoint l'entreprise familiale il y a 8 ans et auparavant, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que juriste. Je suis maman de 2 enfants petits et je suis en ce moment confinée. Alors, petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors, elle était assez classique. J'ai pas eu de grand-mère ou de mère incroyablement portée sur les fourneaux. En revanche, de fait, j'avais un père incroyablement porté sur le fourneau des chefs. Donc, c'est quelque chose dont on a toujours entendu parler. Alors, je parle de gastronomie plutôt. Mais voilà, je suis pas dans une famille de cuisiniers ou de cuisinières. En revanche, j'ai baigné dans cet univers. Voilà, c'est vrai que mon père a créé dans les années 80. Moi, je suis née en 83, donc il avait déjà créé le titre. Donc, c'est vraiment un univers dans lequel j'ai baigné, mais plus du côté professionnel de mon père que familial. Est-ce qu'on peut quand même parler d'un plat du dimanche particulier chez vous ? Ah oui, parce que alors nous, on a toujours été à la campagne tous les week-ends. C'était un petit peu le sacro-saint moment de famille. Et mon père travaillait beaucoup, on le voyait pas forcément beaucoup la semaine, mais on avait tous les week-ends en famille. Et donc il y avait effectivement des petits rituels. Il y avait beaucoup comme euh, comme dans beaucoup de familles, le poulet du dimanche, le dimanche soir avant de repartir à Paris. Il y avait souvent un espèce de frichti que j'ai jamais vraiment compris comment c'était fait. Je voyais qu'on mettait plein de choses dans la poêle, des tomates, des œufs. Enfin voilà, c'était un peu on va dire le gloubi-bolga de mon père, mais qui était très bon et qu'on mangeait toujours avant de repartir de la campagne le dimanche soir. Enfin voilà, c'est plutôt des moments familiaux à la campagne où on avait des petits rituels comme ça. Et est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez petite ? Alors petite, je sais pas à quel moment on situe les petites, mais on va dire adolescente. Moi, je voulais être avocate. C'était mon souhait, ma vocation, ma volonté, mon Graal euh, que j'ai voulu et que je n'ai pas eu, alors que je l'ai tenté plusieurs fois. Et au final, votre premier job, ça a été quoi ? Mon premier job, ça a été juriste en droit des marques dans l'industrie pharmaceutique, tout simplement parce que j'ai fait des études de droit, Mhm. un cursus pardon assez classique. J'ai passé 3 fois le concours du barreau pour être avocate. Comme tout juriste qui se respecte, on sait qu'on a le droit à ne le passer que 3 fois et je l'ai tenté 3 fois et je ne l'ai pas eu. À très peu, j'ai essayé de me valoriser un peu, à très peu la deuxième année. La première, je pense que j'étais très jeune parce que j'avais un petit peu d'avance. Et la troisième, je pense que j'en avais tellement marre que je me suis pas donné les moyens. Donc voilà, je n'ai pas été avocate, mais j'ai été juriste pendant, oui, je vous disais, 6 ans. Et à la suite de ça, vous avez intégré l'entreprise familiale après cette première partie de carrière. Exactement, première partie de carrière rigoureuse, structurante et sympa. Mais voilà, mon père est venu me trouver avant l'été, je dirais que c'était 2012 ou 13, pour me proposer de le rejoindre. J'ai beaucoup hésité, j'étais pas trop là-dedans, je m'étais jamais envisagé de travailler avec mon père. Et puis j'étais dans un job depuis 2 ans et demi, j'avais un peu fait le tour, je me suis dit bon, pourquoi ne pas tenter? Si ça marche pas, ça sera une ligne de plus sur mon CV. Et puis si ça marche, l'aventure peut être belle et longue. Donc voilà, je l'ai rejoint en septembre ou octobre, après l'été.
Et donc on a compris dans votre parcours que vous avez baigné depuis toujours dans l'édition, professionnelle, culinaire. Mais Mmh. est-ce que vous vous êtes intéressé très jeune à la gastronomie ou est-ce que c'est venu, à l'âge adulte? Non, alors ça serait mentir que de dire que c'est une passion, historique, de ma petite vie. En revanche, c'est sûr qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de restos étant petit. Donc j'ai baigné dedans, évidemment, j'avais une espèce de fascination pour ces grands chefs, que mon père connaissait, extrêmement bien. Il était à tu et à toi. On était quand même reçus, évidemment très bien dans des endroits qui, quand vous êtes petite fille, sont absolument dingues. Enfin, pour moi, je préférais aller, chez Georges Blanc ou Bernard Loiseau qu'aller chez Disneyland, quoi. Donc c'était un peu, il y avait une espèce de fascination petite. Après, ça restait le métier de mon père, donc quand on est petite fille, on s'identifie pas forcément au métier de son père. Et puis le métier de mon père était d'être éditeur, donc essayer de comprendre quand on est petit le lien entre éditeur et un grand chef un peu star, c'était pas forcément évident. D'ailleurs, vous allez nous en dire plus tout à l'heure sur, en quoi consiste, votre métier. Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie? Peut-être qu'après, au début avec mon père, ça n'a pas été simple parce que quand je suis rentrée dans la société, j'ai d'abord vendu les pages de publicité, ce qui est clairement le nerf de la guerre de notre business, hein, parce qu'il faut bien, comme toute société, gagner sa vie et ce qui nous fait gagner notre vie, c'est une grosse partie la publicité et une moindre partie les abonnements. Et donc je me suis mis à faire entre guillemets la commerciale. Après avoir été juriste, on peut aisément comprendre que entre juriste et commercial, il y a un monde. J'étais pas forcément à l'aise au démarrage, et puis après, c'est vrai que assez rapidement, l'univers m'a plu. Je vous dirais pas que le côté commercial m'a fortement plu, mais je sais que l'univers m'a plu parce que ce sont des gens acharnés de travail, passionnants, passionnés, rigoureux, dans le partage, dans les bonnes choses, dans les belles choses. Et voilà, j'étais, comme je vous le disais tout à l'heure, petite fascinée. Bah, cette fascination, elle est revenue en fait au moment où j'ai intégré Mmh. cette entreprise. Quand vous travaillez, alors c'est pas pour eux, mais c'est par ricochet un peu pour eux. En tout cas, vous parlez Avec d'eux. eux, ouais. Pour des gens comme ça, bah, c'est extrêmement motivant. Et c'est un peu, c'est super. Moi, j'adore. Est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive, dans votre carrière professionnelle? Je peux dire que oui, c'était à l'époque de mes études de droit. J'ai dû faire un stage, je saurais plus vous dire, je crois que c'était en maîtrise, chez une avocate. Et j'ai subjuguée par cette femme qui, était associée d'un cabinet d'avocats, que je trouvais belle, que je trouvais dynamique, qui avait 3 enfants, 3 garçons d'ailleurs. En fait, je me disais: «Bah, c'est super, on peut y arriver, on peut avoir des enfants, avoir un métier qu'on aime, être jolie, prendre soin de soi». En fait, elle remplissait un certain nombre de critères où je devais avoir, c'est mon 1er stage, j'avais peut-être 19 ou 20 ans. Et je sais pas si c'est elle en tant que telle, mais en tout cas ce qu'elle représentait et sa carrière et sa vie, je me disais: «C'est chouette». Ça a été un peu un modèle. Alors, au démarrage, un modèle en tant qu'avocate, évidemment. Mais en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis dit, c'est un modèle en tant que femme, en fait, d'être épanouie dans son travail, d'être épanouie en tant que mère, d'être épanouie physiquement. Enfin, il y avait plein de choses où je me disais, elle me donne envie, quoi. Et aujourd'hui, donc vous êtes directrice des publications de plusieurs magazines professionnels, Mhm. dont Le Chef. Et de manière plus concrète, en quoi consiste votre métier? C'est ce que je dis souvent, c'est un métier sur le papier éditeur. J'ai envie de dire qu'il est surtout dirigeante ou chef d'entreprise, dans la mesure où quand on a ce rôle-là, on a forcément plusieurs casquettes. On fait plusieurs choses, et surtout dans des sociétés de petite taille où il y a beaucoup de services, il n'y a pas vraiment de management intermédiaire, donc du coup on touche un peu à tout et on essaye d'aiguiller les équipes, et c'est plein de petits pôles différents, et donc d'endosser sur chacun de ces pôles un rôle de manager, de guide, de dirigeante. Et puis à côté de Oui. ça, il y a la partie, je vais pas dire moins sexy, mais celle que je préfère pas, c'est la partie vraiment dirigée en sens chiffres, projet, stratégie, recrutement, enfin voilà, tout ce qui caractérise une société. C'est vraiment multi-casquette, mais c'est surtout guider les gens et emmener l'entreprise, ouais. Et est-ce que vous avez, une journée type? Ou au contraire, est-ce que vos journées se suivent mais ne se ressemblent pas?
Alors, elles se ressemblent pas trop, mais il y a quand même un certain nombre de dénominateurs communs dans les journées. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'être au bureau tous les jours déjà, parce que c'est important d'être là pour les équipes, d'avoir une porte ouverte, parce que je crois que quand on est dirigeante d'une société, on est surtout un bureau ouvert avec beaucoup de questionnements. Alors parfois, c'est un peu beaucoup, mais il faut être là pour y répondre. Donc, je suis beaucoup au bureau. J'essaye, bien sûr, d'être un petit peu en rendez-vous clients annonceurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui font de la publicité chez nous. C'est important de garder le lien, de se tenir informé de leurs actualités, donc de les voir. Donc ça peut être sous forme de déjeuner, de petit déjeuner. Il y a quelques conférences de presse, évidemment. Mes équipes y vont beaucoup, mais certaines, j'essaie de m'y rendre. Il y a parfois aller en reportage avec mes journalistes. Je le fais pas systématiquement, mais je le fais quand même régulièrement. Il y a aller voir tout l'écosystème de votre profession. Ça peut être aussi bien un syndicat qu'une association. C'est un peu de bureau, beaucoup d'extérieur. C'est pas type, mais c'est globalement, j'essaie de toujours avoir les deux. Ok, donc vous êtes également donc sur le terrain. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Si on est dans cet écosystème, je pense qu'on a dû me voir au moins une fois. Anne, je voudrais revenir sur, un projet particulièrement intéressant que vous avez lancé, en 2015, qui est, le classement des 100 chefs Oui. et donc qui a un énorme, retentissement et qui est assez différent des autres classements parce que, ce sont des chefs 2 et 3 étoiles qui votent pour leur pairs. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de le mentionner. C'est parti d'un postulat assez simple, c'est que quand mon père a créé la revue en 86, très rapidement, il a monté un titre qui s'appelle le chef de l'année, qui est un titre franco-français et qui est une élection de la profession. Alors, je peux pas vous dire exactement comment ça se passait dans les années 86, 7, 8, 9, 10, mais globalement, l'idée, c'était d'interroger les référencés Michelin et de leur demander qui était le chef qui avait le mieux représenté la profession au cours de l'année passée. Et ce prix, dont le titre s'appelle chef de l'année, a donc 34 ans et est très reconnu parce que tu es élu par tes pairs. Donc, globalement, Ouais. on envoie un bulletin de vote aux 6000 référencés Michelin, ce qui est énorme. Mmh. Et donc, cette titre pour les chefs qui le reçoivent, voilà, c'est vraiment une reconnaissance du métier et ça a pour eux un poids et un impact très important, à ce point que derrière ont été montés le titre pâtissier de l'année, sommelier de l'année et il y a 5 ou 6 ans, le prix du service. Et c'est vraiment, nous, notre marque de fabrique sur le prix, c'est d'interroger la profession parce qu'on trouve que probablement personne peut être allé dans tous les restaurants du monde ou connaître tous les chefs du monde. En revanche, quand vous exercez le même métier, vous êtes plus à même de se juger les uns par rapport aux autres. Donc l'idée, c'est de donner la parole à la profession. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, donc 2015, donc ça va faire 5 ans, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas ça à l'international? Parce qu'il y a énormément de classements aujourd'hui. Pourquoi on prendrait pas cette marque de fabrique française pour la faire un petit peu plus rayonner de façon internationale? Et on a gardé le même principe, alors si ce n'est qu'on va pas prendre tous les guides Michelin de la plus de trentaine de pays, parce que là, on se lance dans un mastodonte et je pense qu'on n'a pas les épaules. Et on a considéré que le plus représentatif au niveau mondial d'une gastronomie, c'était effectivement les 2 et 3 étoiles du monde, ce qui représente plus ou moins 550 chefs, Oui, quand même. à qui effectivement on pose la question du chef qui a le mieux représenté la profession et du restaurant dans lequel il faut être allé durant l'année écoulée. Et de ces réponses-là, on a le ranking qui s'appelle les 100 chefs. On va parler aussi d'un autre, de vos projets, qui est plus récent. C'est le rachat d'un titre de presse qui s'appelle Turias Magazine, Oui. que les amoureux de pâtisserie connaissent bien. Heu, alors quelle était votre ambition, avec ce titre, quand vous l'avez racheté et voilà, quels sont les projets que vous souhaitez, mettre en place, Je sais pas si on peut parler d'ambition à la base, on va plutôt te parler d'opportunité. Moi, c'est vrai que ça fait bientôt 7 ou 8 ans que je suis dans ce métier-là, donc j'en connais un certain nombre de rouages. On a eu évidemment vent de la vente de ce titre qui a été créé par Yves Turiès, je crois 1 an ou 2 après le chef, en 88 si ma mémoire est bonne. Pour la petite histoire, mon père avait failli racheter ce titre il y a une quinzaine d'années parce que Yves voulait déjà le vendre et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et quand on a eu vent de cette vente, voilà, moi je me suis dit c'est une belle opportunité, c'est une corde de plus à mon arc parce que c'est du grand public. C'est un magazine de recettes, j'ai pas de magazine de recettes. En fait, il y avait tout un faisceau de choses qui correspondait à quelque chose de complémentaire à mon offre. ouais, c'est ça, c'est vraiment complémentaire. Voilà. Et je me suis dit, bon, ça serait dommage de passer à côté, sachant que nous, on a quand même un des titres, alors avec le chef et nos autres titres, mais surtout le chef, un titre référent dans la profession. Turiès, c'est une marque assez forte
aussi bien auprès des professionnels qu'auprès du grand public, parce que sur les ventes, il y a une partie, il y a autant d'abonnés que de ventes grand public. Donc c'est un très beau magazine. Et voilà, et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. Alors c'est le bon moment, oui et non. C'est jamais le bon moment pour les achats parce que c'est toujours très stressant. Je vous cache pas qu'avec cette année 2020 formidable qui s'annonce en ce moment, c'est encore plus le saut dans le vide. Mais voilà, la vie est faite d'opportunités, faut savoir les saisir. J'espère que je réussirai à transformer l'essai malgré cette passe difficile là. Du confinement dû au Covid, mais voilà, je suis ravie d'avoir un titre en tout cas que je trouve très beau, historique, complémentaire. On parle beaucoup des chefs, mais on en parle dans leur parcours. Et on n'avait pas, si vous voulez, le côté pratique de ces chefs ou le côté mise en œuvre. On avait vraiment que l'histoire des hommes. Et là, enfin, on a ce côté recette. C'est chouette de pouvoir avoir tout. Et voilà, ça m'offre un champ des possibles plus large. Et puis en plus, la possibilité de parler de plus de chefs. Hein, moi, plus je parle des chefs, plus je vais les voir, plus je suis contente. Donc c'est double dose. Donc plus concrètement, donc on a pu voir déjà dans les éditions de début d'année, les premières parutions, un changement important dans la mise en Tout à page. fait. Est-ce qu'il y a d'autres, Après, c'était un titre assez historique et je pense que les gens étaient attachés à ce magazine. Donc, on a voulu en changer la forme parce que rachat, parce que changement, parce que rajeunissement, parce que c'était nécessaire. Donc, on a effectivement donné un gros coup de pied sur la maquette. En revanche, sur le fond, on n'a pas voulu changer les repères des lecteurs. Alors après, je vais pas rentrer dans le détail, mais on a effectivement changé quelques noms de rubriques. On a rajouté un côté livre qu'il n'y avait plus. On a rajouté nos adresses qui n'existaient pas. On a un petit peu aménagé, mais globalement, les gros repères que sont l'album du chef, l'album du pâtissier, le carnet de recettes, ces choses-là, on les a pas changées parce que je pense que c'était des choses qui plaisaient beaucoup aux lecteurs. Voilà. Après, à nous de rendre les interviews peut-être plus dynamiques. Même si encore une fois le travail qui était fait avant était bon, mais voilà, d'essayer d'améliorer un petit peu le côté visuel avec la oui, photo. En une, on a décidé de garder un plat en une, mais d'ajouter un peu des informations parce qu'il y avait aucune information sur la couve. Il y avait des photos de chef en bandeau vertical. Moi, j'aimais pas trop, donc je les ai mis plutôt en quatrième de couve. Enfin voilà, beaucoup d'ajustements. Et puis aussi pour moi, une ouverture vers la pâtisserie, parce que c'est vrai que dans le chef, on parle beaucoup des pâtissiers de restaurants, mais beaucoup moins des pâtissiers boutiques et des artisans de tout type. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est une ouverture. Turiès, c'est un magazine qui est quasiment 50% cuisine, 50% pâtisserie. Donc c'est encore une fois une corde de plus à mon arc. Enfin, voilà, je vous dis vraiment dans le côté complémentaire, ça cochait beaucoup de cases. Alors après, voilà, ça a pris du temps parce que faire affaire avec quelqu'un qui a 83 ans, dont le magazine est un bébé historique auquel il tient, c'est pas une mince affaire. Ensuite, racheter de la presse en 2019, quand vous allez voir vos banquiers, c'est pas une mince affaire non plus. Enfin, voilà, c'est un sacré pari, ça a ouais. pris un certain temps, mais on y est arrivé. Voilà, on a repris un petit peu tout ça je vais dire en septembre-octobre, et on a pu mettre notre patte effectivement à partir du mois le premier numéro avec nouvelle maquette, c'était décembre. Donc ça fait là, je vous parle aujourd'hui, j'ai bouclé le dernier là du mois de mai ce matin. Il est parti à l'imprimeur, donc ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. C'est le sixième, voilà, Ça y est déjà, presque, ouais, une demi-année d'activité. exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres projets, ou d'autres actualités que vous souhaiteriez partager avec nous? Pas vraiment de projet aujourd'hui. On est dans un moment, je crois, assez historique pour l'ensemble du pays, voire du monde. Il est évident que j'ai pas de projet dans l'immédiat. L'absorption de Turiès, c'est quand même un gros paquet cadeau qui va prendre un petit peu de temps. Nous, on a, c'est vrai, des événements dans l'année. Enfin, on a quand même beaucoup de choses. Là, je pense qu'on va passer une année difficile, donc je vais vous dire que l'ambition, c'est de tenir, déjà avant toute chose, c'est de garder mes équipes, de tenir un été, enfin même mars, avril, mai, juin, juillet, août, qui va être assez pénible, et de maintenir le cap. Voilà, j'ai une belle ambition de maintenir le cap. Absolument. Mmh. Alors Anne, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée, aux femmes et à la Mmh. gastronomie. Ma première question, ce sera: est-ce que, selon vous, le fait d'être une femme, ça a eu une incidence d'une manière ou d'une autre dans votre parcours? Hem, j'ai envie de dire non sur le papier, mais si je suis totalement honnête, peut-être que oui. Il y a 2 choses. La 1re, c'est qu'effectivement, c'est un univers assez masculin, donc quand vous êtes une fille, bah, vous dénotez un peu, c'est comme ça. La 2e, c'est que je suis la fille de mon père. Mon père
étant quand même alors, sans prétention aucune, mais une petite figure dans l'univers de la gastronomie, moi j'ai la chance d'avoir ce statut de fille d'eux qui fait qu'il y a un respect un peu paternaliste. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a une bienveillance à mon égard qui est assez agréable. Et donc, je dirais qu'être une fille est plutôt un atout. Déjà parce que ça Mhm. change, parce que je suis la fille de quelqu'un qui a fait voilà pas mal de choses pour Qui la compte. profession, et parce que ça amène peut-être un regard un peu différent. Voilà, c'est une question qui est pas facile. Moi, je suis pas féministe dans l'âme, même si je suis pour une égalité de beaucoup de choses, même si sans rentrer dans Ah le bah, détail, il y a quand même ça ressemble à du féminisme. voilà, non mais après il y a si on peut dire des inégalités, c'est pas des inégalités, mais je vais dire il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes. On peut dire ce qu'on veut, on n'est quand même pas fait du même bois. En tout cas physiquement et physiologiquement, il y a quand même des choses qui diffèrent. En ça, voilà, je me considère pas égale de l'homme à 100%, c'est impossible. En revanche, voilà, dans la façon d'être, d'exercer ses métiers, je vois pas forcément de différence. Oui, non, mais c'est tout l'objet de ce podcast, en fait, de montrer que les femmes peuvent, tout aussi bien, exercer ces métiers. Voilà, et moi Heu, je considère pas que les gens, je vous dis, à part ce côté bienveillance d'une fratrie qui a été dans la gastronomie depuis longtemps, et c'est vrai que ma famille y est, ma sœur également avec son agence. Enfin, on est quand même une fratrie qui existons dans cet univers depuis longtemps, donc il y a une bienveillance. Après, est-ce que si j'avais été un homme, cette bienveillance aurait été différente? En fait, je suis pas capable de vous le dire. Je sais pas. non, bien sûr. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel, enfin, dans votre entreprise? Alors, en fait, ce qui est assez rigolo dans l'univers, on va dire, de la gastronomie, alors moi, je suis plutôt univers de la restauration, hein, si j'englobe la totalité de mes Mmh. titres, mais là, on parle un petit peu plus de gastronomie. Dans l'univers de la gastronomie, c'est-à-dire les gens qui font la gastronomie, il y a peu de femmes. Effectivement, à un certain niveau, j'entends, hein, et, évidemment, si on pense aux livres d'Estérel et de Vérane, il y a quand même des chefs femmes et il y en a beaucoup en France. Simplement, c'est vrai que plus les échelons se montent, force est de constater qu'aujourd'hui, dans les 2 et 3 étoiles, il y a quand même 95% d'hommes. C'est une Mmh. réalité et un constat. Je ne le juge pas, c'est un fait. Oui, oui, Euh, bien sûr. donc c'est vrai que dans les gens qui font ce métier, il y a plus d'hommes. En revanche, dans les gens qui sont dans cet écosystème, alors si je parle par exemple alors moi je suis éditrice, mais des journalistes, des gens qui font de la communication autour des chefs, enfin, si vous élargissez l'écosystème, si vous sortez des chefs purement et simplement, il y a quand même beaucoup de femmes. L'univers de la cuisine est probablement masculin, mais l'écosystème autour est assez mixte, je trouve. Et est-ce que vous avez l'impression que la place des femmes évolue? Est-ce qu'elle a évolué ces dernières années, depuis que vous êtes dans ce milieu-là? Est-ce que vous constatez une évolution ou pas forcément? Je sais pas si sur une période, je vous dis, de 6, 7, 8 ans, j'ai assez de recul pour constater une évolution. Moi, j'étais pas journaliste à la base, je le suis pas, mais en tout cas, je travaille avec beaucoup de journalistes, évidemment. Beaucoup de chefs et beaucoup de pâtissiers disent qu'ils ont de plus en plus de femmes dans leur brigade, donc c'est quelque part ça doit évoluer, et quelque part les mœurs vont dans le bon sens, et c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'est pas dans les cuisines. On constate moi je vois les brigades, donc il y en a plus, ça c'est certain. Après, est-ce qu'elles restent dans le métier, c'est autre chose. C'est vrai que, encore une fois, tout à l'heure je parlais de différence entre les hommes et les femmes. Quand même majoritairement, la femme donne naissance à des enfants, qu'il faut un petit peu s'en occuper. Évidemment, il y a un papa aussi, mais voilà, in fine, c'est vrai que bah, c'est vous qui êtes enceinte, c'est vous qui donnez la vie, c'est vous qui êtes fatigué après Mmh. l'accouchement, et donc c'est des périodes de vie compliquées. Alors vous voyez, formidable, hein, Stéphanie Lequelec, 3 enfants, vous voyez où elle est aujourd'hui, mais elle le dit elle-même, Mmh. c'est quand même une vie de sacrifice, tu vois peu tes enfants. Enfin, il faut être conscient que voilà, c'est pas simple, et pour une femme, je dis pas que c'est plus difficile, mais en tout cas, ça demande une adaptabilité forte, c'est certain. Mmh. Et est-ce que vous auriez un conseil pour une femme, qui nous écouterait, qui souhaiterait, soit marcher, dans vos pas, et se lancer, dans la presse ou, de manière générale dans la gastronomie? J'ai pas de conseils, à proprement parler. Je dirais juste que s'il y a quelque chose qui vous anime et qui vous passionne, faut aller vers ça. Parce qu'effectivement, le travail, on peut le considérer comme quelque chose d'alimentaire, mais comme on y passe quand même, allez, si on est, si on est honnête, on va dire entre 8 et 10 heures par jour, le but c'est que ça vous fasse un peu vibrer, quoi.
Donc, Mmh. si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est qu'il y a une vraie passion ou en tout cas, il y a un attachement, enfin, il y a un vrai truc. Parce que aller vous lancer dans cet univers-là, juste parce que c'est sympa les photos sur Instagram, ça va être un peu léger. Voilà, l'édition de presse, c'est pas facile. On est plusieurs femmes à l'avoir fait, hein. Regardez Food Pâtisserie, Food Cuisine, ce sont 2 femmes qui l'ont monté et elles le font très bien. Il y a des hommes aussi dans l'édition. Il y a beaucoup de choses. On dit que la presse est morte, mais enfin, je vois qu'il y a quand même pas mal de titres de presse qui fonctionnent encore. Alors après, évidemment, le digital, faut en faire un complément et faut jouer avec. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Et sur le digital, il y a beaucoup de filles qui ont monté pas mal de choses. Après, sur l'univers des cuisines pures, je pense que je suis pas à même de parler de projets de vie en tant que cuisinière ou pâtissière. Encore une fois, s'il y a la passion, s'il y a l'envie, a priori, quand on parle à des femmes chefs ou pâtissières, elles y sont très bien arrivées, hein. Donc, il y a pas de raison. Mais vraiment, voilà, il faut faire de son travail un plaisir, même si ça paraît un peu bateau. Et franchement, en ce moment, on est tous confinés. Alors moi, voilà, je dirige une entreprise, donc je viens un petit peu au bureau et encore peu, et je fais attention. Mais en fait, quand on travaille pas, qu'est-ce qu'on s'embête, quoi. Et que c'est bon de travailler. Et en ce moment, on peut le dire, le travail me manque affreusement, mes équipes me manquent, les chefs me manquent. Enfin, voilà. Et quand vous avez ça, bah, vous vous dites, c'est chouette d'avoir un métier qu'on aime, quoi. Pour finir, sur ce sujet des femmes, dans le secteur de la gastronomie, est-ce qu'il y a des femmes, qui ont particulièrement compté pour vous dans votre parcours? Que ce soit des femmes avec qui, vous avez pu travailler ou qui vous ont inspiré sans que vous les connaissiez forcément? Alors vous avez parlé tout à l'heure d'une avocate, qui vous avait un peu servi de modèle, mais est-ce que, depuis, il y a d'autres femmes qui ont compté pour vous? Alors compter, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Après, je suis admirative de certains parcours. Si je parle de cuisine, voilà, je vous parlais à l'instant de Stéphanie Lequelec qui a réussi à mener de front une vie de maman et une vie de chef gastronomique récompensé. Et voilà, je suis assez admirative de ces gens-là parce qu'ils arrivent à combiner des choses qui sont pas évidentes. Je vous parlais tout à l'heure de Julie et Muriel qui ont monté Food Pâtisserie, Food Cuisine. Je les connais pas très bien, mais c'est pareil. Je trouve qu'elles arrivent à allier deux choses. En fait, là où pour moi c'est peut-être un petit peu plus difficile quand on est une femme, c'est de devoir jouer plusieurs rôles de façon simultanée. J'ai pas de modèle ni d'inspiration, mais toutes les femmes qui arrivent à faire ça avec brio, bah oui, forcément, je les regarde avec admiration et envie. Alors, je me dévalorise pas en disant ça. A priori, aujourd'hui, on est en 2020 et j'y arrive. Je vous dis, j'ai 2 enfants, j'ai un travail, je dirige des gens, j'aime ce que je fais et c'est que, a priori, je le fais pas trop mal. Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours un peu cette admiration en me disant que je suis pas à leur niveau, alors que j'y suis peut-être. Mais ça, je suis admirative. Il y a aussi, je pourrais parler de Déborah Dupont-Daguet, qui a cette librairie gourmande, qui est Ouais, super qui et est qui, génial, pareil, ouais. est Mmh. maman, qui est passionnée, qui sait tellement de choses. D'Alexia Charrère, qui est à Rungis dans les fruits et légumes, un monde extrêmement difficile aussi. Ouais, le Enfin, verger Saint-Eustache. voilà, voilà, c'est plutôt je sais pas, si c'est de l'admiration, en tout cas, c'est un respect, Mmh. c'est sûr. Alors Anne, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food, donc une série de questions pour, mieux vous connaître. Mhm. Alors, est-ce que vous avez eu un coup de cœur food récent, que ce soit un plat, un lieu, un livre, voilà, que vous souhaiteriez Oh là là, partager? c'est la question difficile pour moi parce que j'associe tellement le lieu au chef et en général le chef est tellement sympa avec moi que je trouve tout le monde très gentil sans être naïve. Coup de cœur, alors c'est pas récent, mais pour la grenouillère d'Alexandre Gauthier parce que c'est tellement atypique. Peut-être Mmh. que c'est ça qui marque le pas. Euh, Coup de cœur chez Tommy Gousset à Paris parce que c'est une gastronomie tellement accessible, sympa et différente. Voilà, c'est une question très difficile, mais voilà, c'est plus je vais dire c'est plus des moments ou des discussions avec les personnes, voilà. Et si on devait résumer votre enfance en un plat, ce serait quoi? Les meringues de ma grand-mère. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Alors je vais répondre un peu de la même façon que de la question précédente. Je me rappelle du plat évidemment, mais je me rappelle surtout du moment, de l'instant et de l'émotion. C'était la poularde en vessie chez Paul Bocuse.
C'est pas très original, mais c'est extrêmement marquant. Un plat mythique. Voilà. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Alors, celui qui me fera aimer les choux de Bruxelles, c'est pas pour tout de suite. Et un produit que vous auriez toujours au frigo ou dans votre placard ? Du fromage. Moi, je suis une passionnée. Possédée même. J'ai un problème, c'est qu'à chaque fois qu'arrive le plateau de fromage, je me dis mince, le pâtissier va vouloir que je goûte au moins un dessert, voire 2, voire 3. Comment je fais si je prends du fromage ? Je peux pas faire dessert. C'est la catastrophe. C'est Le dilemme. exactement, permanent. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps ? Alors, il y en a 2. Là, on parle à titre personnel de plats que je fais chez moi. En hiver, c'est les soupes, parce que franchement, les légumes, c'est bon et que c'est hyper facile. On fait cuire ça, on mixe, c'est fini. Et en été, globalement, c'est les salades. Parce que j'aime bien quand il y a plein de trucs dedans, que c'est coloré, que ça craque. Donc, je mets toujours un petit raisin, ou une petite cacahuète, ou un petit pignon de pain avec de l'avocat. Enfin, voilà, je mets plein de trucs. Soupe, salade. Et quand vous cuisinez, est-ce que vous écoutez quelque chose, de la musique, la radio, peut-être des podcasts ? Pas du tout. Je suis désolée, j'écoute pas de podcast. Et non, en général, j'essaie de... Ou est-ce que vous discutez avec vos invités peut-être ? Alors, j'essaie quand même de cuisiner avant qu'ils arrivent. Et en général, je fais ça rapidement parce que entre les enfants et le repas à faire, j'essaie d'être efficace. Donc, je suis concentrée, donc je ne fais rien d'autre. Le resto, alors ça va être difficile pour vous, hein. Le resto de votre vie. Alors si, ça va être très facile comme réponse parce que ça va être celui que j'ai pas fait et que je rêve de faire, c'est Ultraviolet à Shanghai de Paul Perret. Ah ben vous faites le point avec la question suivante, parce que c'était exactement ça, c'était le resto que vous donneriez cher pour tester. Voilà. Voilà. J'avoue. Vous faites d'une pierre deux Voilà, coups. et en France, j'ai la chance de, on va dire en gastronomie, d'en avoir fait une grande partie, si ce n'est la totalité, quasi. Et voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, chez chacun, j'aime quelque chose. Voilà, c'est un peu ça qui est la réponse de Normand, mais je suis pas normande, c'est un peu ça. Enfin, dernière question. Quelle femme souhaiteriez-vous voir interviewer dans ce podcast ? Les 2 dont je parlais tout à l'heure, par exemple Déborah de la librairie gourmande, Alexia Charrer des Vergers Saint-Eustache, Stéphanie Pellaprade Restopolitane, qui est une bonne amie aussi. Et je pourrais vous en donner plein d'autres, mais vous avez probablement une liste déjà bien longue. Un grand merci Anne Luzin. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Un grand merci à Anne Luzin pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.